Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos studios se délocalisent à l'Assemblée nationale pour une rencontre avec M. Stéphane Peu, vice-président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. En juin dernier, il a accompagné la présidente de l'Assemblée nationale en Chine. Nous reviendrons donc avec lui sur les principaux enjeux de cette visite, sur les défis financiers tels que la situation du cognac français, mais aussi sur son rôle au sein de ce groupe d'amitié France-Chine. Bonjour Monsieur Peu. Bonjour. Vous avez accompagné la présidente de l'Assemblée nationale lors de son déplacement en Chine au mois de juin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les principaux enjeux de cette visite ? Il s'agissait de relancer la grande commission qui réunit le Parlement chinois et le Parlement français. C'était la 12e édition de cette grande commission, mais il n'y en avait pas eu depuis 2020. Et donc cette relation très particulière et très étroite entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée populaire de Chine a fait l'objet d'un accord de rapprochement qui a été signé en 2009 dans un mémorandum signé entre les deux présidents des assemblées. Et chaque année, il y avait ce qu'on appelle une grande commission, ce qui est un peu le stade le plus élevé des relations entre l'Assemblée nationale et une assemblée extérieure. Nous avons des groupes d'amitié avec la plupart des pays, des parlements des pays qui sont aux Nations Unies. Nous avons une séance commune des parlements français et allemands. Et nous avons quelques grandes commissions, dont une avec l'Assemblée populaire chinoise. Donc ça veut dire que c'est un niveau parmi les plus élevés des relations entre nos deux assemblées. Et donc il s'agissait, lors de cette visite, la présidente de notre Assemblée nationale, de relancer cette grande commission qui avait été stoppée après la pandémie, enfin avec la pandémie, et qui n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle réunion depuis. On a abordé beaucoup de sujets. Nous, on a mis à profit cette visite assez courte, de 4 jours en Chine, à la fois pour relancer les travaux communs avec l'Assemblée populaire chinoise, pour rencontrer toute une série de dignitaires chinois, et puis aussi pour rendre visite aux Français qui travaillent en Chine, que ce soit à Pékin ou à Shanghai. Donc nous avons alterné notre agenda entre les rencontres avec les homologues chinois, puis les rencontres aussi avec les Français. Alors, bien sûr, les enjeux étaient multiples. On était à quelques jours du sommet entre l'Union européenne et la Chine. On était aussi à un moment de grande tension internationale avec les bombardements israéliens et américains sur l'Iran. Donc nous avions beaucoup de considérants internationaux sur la géopolitique qui étaient à l'ordre du jour. J'ai d'ailleurs moi-même pris la parole et fait l'intervention au nom de l'Assemblée nationale française sur les questions de politique internationale. Mais je dois dire que tout ça a été assez convergent. Voilà. Donc bien sûr, nous, en France, nous sommes, j'ai eu l'occasion de le dire, très préoccupés par la guerre que mène la Russie en Ukraine, et nous avons eu la confirmation de la part de nos homologues chinois qu'ils ne soutenaient pas l'effort militaire russe, ce qui est important pour nous, très important. Nous avons également évoqué la situation au Moyen-Orient, et notamment en Palestine, et je me suis d'ailleurs félicité que la France s'apprête enfin à reconnaître l'État palestinien, comme la Chine l'a fait déjà depuis de nombreuses années. Et puis bien sûr, nous avons réaffirmé, interrogés par nos homologues chinois, réaffirmé, notamment à propos de Taïwan, que notre position française était constante, c'est-à-dire la position d'une grande Chine et d'une seule Chine. Est-ce que vous pouvez revenir sur les avancées concrètes qui ont découlé de cette visite, notamment pour les relations franco-chinoises ou les relations entre l'Union européenne et la Chine ? Alors, nous avons bien sûr évoqué plusieurs dossiers. Alors,
Bon, ce n'était pas non plus le but de notre délégation que de rentrer trop dans les détails. Nous sommes une assemblée nationale, il y a des ministères des Affaires économiques, il y a l'Union européenne, enfin bon, donc on ne s'est pas substitué à cela. Bon, nous avons fait part quand même de notre grande préoccupation par rapport à la situation du brandy, ou du cognac français, mais on en parlera peut-être, et notre souhait de revenir à la situation antérieure. Mais nous avons aussi constaté les efforts faits par la Chine pour être aux objectifs des accords de Paris sur le plan environnemental. D'ailleurs, j'ai été très frappé en arrivant à Pékin. Moi qui y étais allé la dernière fois, c'était en 2007, il y a près de 20 ans. Donc j'étais très frappé par la vitesse à laquelle l'électrification des automobiles, des véhicules se fait. Enfin, j'ai vu une ville de Pékin beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Alors voilà, donc nous avons eu des échanges. Nous étions fin juin. Les représentants de l'Assemblée populaire chinoise nous ont dit qu'ils voulaient rétablir ou en tout cas abaisser les contraintes sur l'exportation du cognac français. Bon, depuis, il y a eu des mesures de prise, mais qui nous semblent quand même assez insuffisantes. Alors maintenant, on va revenir plus concrètement sur le dossier du cognac français, parce que c'est un sujet qui intéresse à la fois les Français et les Chinois. Le journal Le Monde indique tout récemment que la Chine impose une taxe tout en limitant sa portée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie précisément l'expression « limiter sa portée » dans ce contexte ? Limiter sa portée, ça veut dire que si tel ou tel exportateur de cognac, et je pense notamment aux plus grands, LVMH, Ricard, Pernod Ricard, d'autres, font des efforts sur les prix, la taxe baisse. Mais si vous voulez, il faut faire attention parce que sur les produits très français comme le cognac, nous sommes aussi attachés, nous nous rangeons, et c'est normal comme représentants de l'Assemblée française, du côté des producteurs de cognac en France et de cette filière économique. Or, le cognac, ce n'est pas seulement un alcool fort, c'est un terroir, c'est un savoir-faire ancestral. Et donc, nous sommes très attachés à ce que l'on préserve ce qu'on appelle, nous, les appellations d'origine contrôlée. Ce qui veut dire que le cognac, le raisin pousse en France, il est vinifié en France, il est élevé en fût en France, il est ensuite conditionné en France et ensuite il est exporté. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des taxes qui baissent en fonction du fait qu'une partie de la chaîne de fabrication du cognac se fasse en Chine ou dans n'importe quel autre pays, est pour nous quelque chose de difficilement acceptable parce que ce qui fait la saveur et la particularité de ce produit, c'est son appellation d'origine contrôlée, qui n'est pas seulement là où pousse le raisin, mais là où où se transmet tout le savoir-faire de la fabrication du cognac. Donc nous avons dit à l'époque, au mois de juin, aux représentants du gouvernement chinois que nous souhaitions un retour à la situation antérieure, c'est-à-dire un niveau de taxes faible. Et donc la solution un peu intermédiaire qui existe désormais nous semble un pas en avant, mais insuffisant. Selon les médias français, la décision de la Chine d'imposer des taxes sur les brandys européens, dont le cognac français, serait une riposte à l'enquête anti-dumping de l'Union européenne concernant les véhicules électriques chinois. En revanche, le ministère chinois du Commerce extérieur affirme que les mesures anti-dumping appliquées aux importations de cognac en provenance de l'Union européenne répondent plutôt à une demande de l'industrie nationale chinoise. Alors, quel grief l'industrie chinoise reproche-t-elle aux exportateurs de cognac ?
Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait une volonté d'une partie du secteur économique chinois des alcools notamment, d'avoir une partie de la fabrication du cognac. Et nous ne le souhaitons pas, parce que nous souhaitons préserver un savoir-faire qui a des millénaires en France, et donc nous souhaitons pas qu'une partie de la confection du cognac se fasse en Chine, pas parce que nous voulons seulement préserver une filière économique, même si ça compte. Le cognac en France, sur une toute petite région française, c'est 70 000 emplois sur 2 départements de France que sont la Charente et la Charente-Maritime. Donc c'est important, c'est un secteur économique qu'il faut préserver, mais surtout c'est que nous pensons que si on commence à appeler cognac des alcools qui ne sont pas du cognac, eh ben on travestit un savoir-faire. L'enjeu, il n'est pas seulement économique, il est aussi culturel. Et donc, voilà, je comprends qu'une partie du secteur des alcools en Chine souhaite récupérer une partie de la fabrication, c'est normal, mais je ne pense pas qu'il faille céder à cela. C'est pareil pour le champagne, on peut fabriquer du vin pétillant partout dans le monde, mais ce ne sera jamais du champagne s'il est fabriqué ailleurs qu'en Champagne, en France. Voilà. Et donc, après, l'opération anti-dumping sur les véhicules chinois, bon, je comprends la réaction, et je suis pas loin de penser que l'Europe ferait mieux d'aider davantage son industrie automobile pour sa transition vers l'électricité, surtout d'aider davantage les consommateurs, puisque aujourd'hui les primes qui existaient à l'achat de véhicules électriques ont quasiment disparu. Et effectivement, moi je suis très frappé de voir par exemple le nombre de voitures électriques en Chine lors de mon séjour par rapport au nombre de voitures en Europe et en France en particulier. Mais je pense que on ne peut pas, je crois, reprocher à la Chine quelque chose qui, en fait, révèle surtout nos faiblesses. Je crois que l'Europe ne met pas les moyens et la volonté politique suffisante pour accompagner de l'industrie automobile européenne vers la transition. Donc, c'est vrai que la Chine a pris une avance technologique, mais c'est le résultat de son travail. Et c'est aussi le résultat des orientations politiques qui ont été décidées. C'est-à-dire, il a été décidé par le gouvernement chinois, à travers plusieurs plans quinquennaux, d'accélérer la transition énergétique, et ça apporte des résultats. Et donc, je suis assez d'accord, et je rejoins assez l'idée selon laquelle balayons devant notre porte avant de regarder celle du voisin. Bon, bien sûr, il faut protéger notre industrie automobile, mais il faut la protéger en l'aidant, pas forcément en sanctionnant les industries étrangères. Surtout que ce qui freine la transition vers les véhicules électriques en Europe, c'est notamment le prix considérablement élevé des véhicules européens à propulsion électrique, alors que la Chine arrive à avoir des tarifs plus bas. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette percée sur le marché français. Je ne m'en réjouis pas, mais je pense que la solution est moins dans la taxe que dans les efforts que nous devons faire en France, même si nous devons aussi, par le biais des taxes, qui sont un outil de souveraineté qu'a la Chine, qu'a l'Europe, qu'a les États-Unis, qu'ont tous les pays pour essayer de promouvoir une souveraineté industrielle. Vu de la Chine au cours de ces derniers mois, les relations entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne se sont multipliées. À votre avis, en quoi est-ce que cela peut promouvoir les relations entre l'Union européenne et la Chine ? Moi, je pense qu'on a beaucoup d'intérêts convergents entre la Chine et l'Union européenne. Et que ces intérêts convergents ne sont pas seulement des intérêts économiques, ça existe, c'est important, mais ils sont aussi d'une autre nature. On assiste à une évolution du monde, on assiste à un retour de la loi du plus fort, un retour
de volonté hégémonique et impérialiste de la part notamment des États-Unis. Et on a intérêt, les uns comme les autres, à essayer de promouvoir ce qu'on a appelé dans les relations internationales le multiculturalisme. Et surtout l'idée d'avoir des relations internationales qui aillent vers un monde multipolaire, où il n'y ait pas d'affrontement, de blocs, ni de domination sans partage de puissance. Je pense notamment aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis très mécontent de l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et les États-Unis, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc je crois qu'au-delà de nos intérêts, enfin au-delà des enjeux économiques, je pense que la Chine et l'Union européenne ont des intérêts communs à faire valoir pour garder un monde multipolaire et qui évite la domination et la loi du plus fort auquel le monde n'a pas intérêt, ni la Chine ni l'Union européenne. De votre point de vue, quels sont les aspects les plus importants des relations entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine, et quels sont les domaines dans lesquels les deux parties souhaitent le plus coopérer et négocier? Les sujets sont vastes. On voit bien, par exemple, que sur les questions... J'ai eu l'occasion à Shanghai de rencontrer les jeunes de la French Tech. Bon, et on voit bien que sur les enjeux de l'intelligence artificielle, les enjeux du numérique, mais aussi sur les enjeux sanitaires, il y a plein de choses à faire ensemble. Et moi, je crois beaucoup à cette coopération qui est une coopération à égalité, sans domination des uns sur les autres, dans le respect des cultures des uns et des autres. Et je pense que les convergences et les intérêts sont multiples. Je parlais de l'intelligence artificielle, on pourrait aussi parler des terres rares, on pourrait parler de beaucoup de sujets. Et donc, je pense que le champ des relations entre l'Union européenne et la Chine est très très vaste et qu'il y a encore beaucoup d'éléments à renforcer. Et puis, je pense aussi qu'on doit être très attentif au caractère éducatif. C'est pour ça que moi, je ne voudrais pas que les relations entre la Chine et l'Europe, souvent en Europe, on ne voit les relations avec la Chine que par le prisme des relations économiques. Mais la Chine, c'est bien autre chose qu'une économie. C'est un peuple, c'est une civilisation, c'est une histoire, et c'est une culture. Et donc, j'aimerais que les relations entre l'Union européenne et la Chine explorent un peu plus le champ de l'éducatif, du culturel, du rapprochement entre les peuples, parce que c'est quand même au final ça qui nous garantira la connaissance commune et la paix. L'année dernière, les dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping, sont venus en France pour la première fois depuis la pandémie. Et de son côté, le président français prévoit, d'après mes sources, une visite en Chine probablement dans le second semestre de cette année. Selon vous, quels seraient les principaux sujets d'attention lors des rencontres entre les deux dirigeants, donc en Chine? Alors effectivement, cette visite est à l'ordre du jour à l'automne, quand nous sommes partis en Chine, la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères nous ont confirmé qu'il y avait un voyage en prévision du président français en Chine. Non, moi je pense que les enjeux ils seront de beaucoup de nature. Il y en a un, c'est sur la stabilité du monde. Nous rentrons dans un monde extrêmement instable. Le rapport avec les États-Unis, le rapport à la paix, le fait qu'un peu partout sur les continents, il y ait des foyers de tension, voire des guerres, nous préoccupe. Et je crois qu'on peut avoir une parole commune, la Chine et la France, au sujet de la paix dans le monde et du respect du droit international. Nous sommes deux pays membres du Conseil permanent du Conseil des Nations Unies. Donc,
je crois qu'on a un rôle particulier, qu'on pourrait essayer de voir comment on converge davantage sur tous ces enjeux de paix, de guerre, de géopolitique. Il y a bien sûr aussi comment on joint nos efforts et comment on donne aussi exemple au monde en matière de respect des accords de Paris sur le climat. C'est un sujet important et je pense que la Chine a fait beaucoup d'efforts, je le disais tout à l'heure, la France également, mais on voit aussi beaucoup de pays se détourner des objectifs des accords de Paris en dépit de ce que dit la science sur les risques que fait courir à la planète le réchauffement climatique. Et donc, je pense que sur ces sujets paix, guerre, géopolitique, climat, et effort pour parvenir au respect des accords de Paris, il y a là un champ déjà considérable. Et puis bien sûr, les relations, je l'ai dit tout à l'heure, les relations économiques et j'insiste, les relations culturelles et éducatives. Un sujet d'actualité, le 25e sommet Chine-Europe, qui marque aussi le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe, s'est achevé il y a quelques jours. Et quels sont, sur le plan économique et commercial, voire culturel, les principaux succès obtenus dans ce partenariat? Beaucoup. Moi j'ai regardé un peu les communiqués des uns et des autres. Bon, moi je note quand même que on rejoint toujours les mêmes sujets. Il y a eu, je crois, un sommet qui a marqué un rééquilibrage des relations. Ça a été dit par les uns et par les autres. Bien sûr, ce sommet a permis aussi de faire un point sur la situation en Ukraine et de rappeler sans arrêt pour les Européens à quel point l'agression russe contre l'Ukraine est absolument inquiétante, dangereuse et que nous souhaitons que la communauté internationale dans son ensemble respecte et fasse valoir le droit international, c'est-à-dire en premier lieu la non-transgression des frontières. Voilà, puis il y a eu bien sûr toute une série d'échanges sur les enjeux économiques. Bon, apparemment, de ce que j'ai lu, moi j'y étais pas, mais de ce que j'ai lu, ça a été un succès ce sommet. De votre point de vue, quels sont les défis qui restent à surmonter pour que les relations entre la Chine et l'Europe se poursuivent de façon stable et efficace? Entre la Chine et l'Europe, il y a beaucoup de défis à relever, mais moi je pense que la France, en Europe, a un rôle moteur sur les relations. D'abord parce que nous sommes le premier pays, par la voix du général de Gaulle, à avoir reconnu la Chine populaire et la révolution, donc c'est pas rien, ça date, ça a 60 ans, mais malgré ces 60 années, ça reste quand même une position singulière de la France. Donc je pense que la France doit être moteur dans l'Union européenne, et je le rappelle, et je le redis, je crois qu'à l'avenir, il faut qu'on regarde les relations avec la Chine autrement que simplement des relations économiques. Alors bien sûr, la Chine est un géant économique, mais c'est pas seulement un géant économique, c'est un géant civilisationnel, c'est une grande histoire, une grande culture, un grand peuple. Et donc il faut à tout prix ne pas seulement voir la Chine comme des fabricants ou comme des marchands ou comme des savants, mais il faut les voir aussi comme un peuple avec lequel on a beaucoup d'échanges à avoir pour mieux se comprendre sur le plan éducatif et culturel. Donc je pense que c'est ça la marche qui doit être franchie. Ne pas voir la Chine uniquement par le prisme de ce qu'elle nous coûte ou de ce qu'elle nous rapporte, mais sur le plan économique, mais aussi de la voir comme celle d'un peuple avec lequel il faut absolument trouver les voies et moyens d'un rapprochement, et ça passe par l'éducation, la culture et notre jeunesse. Une question vient de me traverser l'esprit, parce que tout à l'heure, vous évoquiez l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ? Oui, simplement parce que je suis très
très en colère après cet accord que je considère très mauvais pour l'Europe. C'est un accord où les États-Unis qui est unilatéralement favorable aux États-Unis, des droits de douane sans contrepartie. Donc les États-Unis imposent des droits de douane à 15%, l'Europe à 0%. Des obligations d'investissement dans le domaine énergétique et des obligations d'importation de matériel militaire et de matériel énergétique, alors que nous avons... donc il est en tout point mauvais. Voilà. Et donc on nous dit, la présidente de la Commission européenne nous dit, c'est mieux que si ça avait été pire, mais à un moment donné, je ne crois pas qu'avec quelqu'un comme Trump, c'est la seule négociation qui compte. Ce qui compte aussi, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est le rapport de force. Donc il faut savoir de temps en temps taper du poing sur la table. C'est dommage que l'Europe ne l'ait pas fait et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous avons demandé, moi en tant que président d'un groupe parlementaire, j'ai demandé la semaine dernière à ce que l'Assemblée nationale française soit saisie de cet accord et que la France ne le ratifie pas sans le vote de l'Assemblée nationale. Et j'espère qu'au final, l'Assemblée votera contre cet accord, ce que je pense, et que la France ne ratifiera pas cet accord avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours et surtout nous dire ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe d'amitié France-Chine ? J'ai été élu local dans une commune à côté de Paris qui s'appelle Saint-Denis. Mais avant d'être élu local, j'étais aux Jeunesses communistes responsable des relations internationales. Donc j'ai longtemps travaillé sur les relations internationales et je suis souvent allé en Chine à plusieurs reprises. La dernière fois, à Pékin, c'était en 2007, en Shanghai, c'était pour l'exposition universelle en 2010. Si ma mémoire est bonne. Mais j'y étais allé auparavant, donc voilà, j'ai un intérêt tout particulier pour la Chine, d'abord parce que je considère qu'on n'est pas au niveau des relations qu'il devrait y avoir entre la France et la Chine. J'ai beaucoup insisté depuis le début de notre entretien sur le fait de ne pas se limiter aux relations économiques, mais par exemple, je trouve que le nombre d'étudiants chinois en France est insuffisant et que le nombre d'étudiants français en Chine est insuffisant. Ça passe, et donc on pourrait avoir des échanges d'étudiants beaucoup plus nombreux, des échanges scolaires, des échanges, enfin bon bref, des échanges aussi culturels. Donc voilà, donc c'est un peu mon souhait, c'est de démystifier la Chine comme qui serait réduite depuis quelques années simplement, entre guillemets, à une puissance économique, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui ne saurait être suffisant pour caractériser la Chine et le peuple chinois, qui est un grand peuple et une grande civilisation. Dernière question. Quelles sont vos principales missions en tant que vice-président du groupe d'amitié France-Chine au sein de l'Assemblée nationale ? Mes principales missions comme vice-président du groupe d'amitié France-Chine, c'est de faire vivre ce groupe d'amitié. C'est un des groupes d'amitié qui vit le plus, qui se réunit le plus, qui reçoit des invités le plus. Et c'est d'utiliser ce groupe d'amitié France-Chine pour justement démystifier la Chine. Beaucoup de mes collègues dans ce groupe d'amitié sont quand même très, très intéressés par le volet économique de la relation France-Chine, ce qui me paraît excessivement important. Mais je le répète, il faut aller au-delà. D'ailleurs, paradoxalement, beaucoup de groupes d'amitié à l'Assemblée nationale avec d'autres pays se traduisent beaucoup par des échanges culturels éducatif. Et avec la Chine, on reste focalisé sur les sujets économiques. Je dis, voilà. Donc, si je me dois résumer à une mission, c'est de dire à mes collègues, oui, très bien, il y a beaucoup d'enjeux économiques qu'il faut traiter. Et je ne les néglige pas et je ne les évite pas. Je vous ai parlé du cognac tout à l'heure ou des véhicules. Mais attention, la Chine,
c'est un peuple, c'est une culture, c'est une civilisation, et il doit y avoir aussi cette dimension dans les travaux de notre groupe d'amitié.